Power Snake. Pour rappel, Snake est un jeu dans lequel on contrôle un serpent qui doit manger des pommes, et ce, sans sortir de la grille ni se rentrer dedans. Le serpent grandit à chaque pomme mangée, donc plus la partie avance, plus le serpent devient un obstacle conséquent pour lui-même. Le jeu est gagné lorsque le serpent occupe toute la grille. Mais comment on gagne à tous les coups? La principale difficulté du jeu, à part le fait d'être confiné, est de réussir à avoir des déplacements intelligents pour anticiper notre accès à là où on voudrait aller après. Il ne s'agirait pas qu'en fin de partie on se bloque dans une boucle qu'on vient juste de former. Une manière de pallier à ce problème d'intense réflexion est de se dire qu'on va faire des déplacements en zigzag pour ne jamais avoir à risquer de nous mordre la queue. Au pire, si on est trop grand, on se mordra juste le bout de la queue. Mais si le parcours en zigzag est bien choisi, c'est qu'on aura gagné. En fait, ce qu'on regarde, c'est un cycle parcourant toute la grille et qui passe par chaque case une unique fois dans son parcours. Un tel cycle est appelé cycle hamiltonien. Si on veut voir ça un petit peu plus formellement, on peut modéliser les déplacements de notre serpent par un graphe, où chaque sommet est le centre d'une case et où chaque arête est un déplacement possible du serpent. On peut alors se placer dans le cadre de la théorie des graphes. Pour rappel, un graphe, c'est juste un ensemble de sommets et d'arêtes, et on aime bien les dessiner pour les visualiser. On dira qu'un graphe est hamiltonien s'il contient au moins un cycle hamiltonien, c'est-à-dire qu'il contient au moins un cycle passant une unique fois par chaque sommet. Si on l'observe bien, le cycle en zigzag qu'on regardait tout à l'heure, c'est en réalité un cycle hamiltonien. Donc pour gagner, on peut se convaincre que si on ne fait que suivre un cycle hamiltonien fixé quelconque, on gagnera à coup sûr. Mais c'est une méthode terriblement lente pour gagner, et pour essayer de l'optimiser et mieux comprendre les cycles hamiltoniens, il semblerait peut-être judicieux de savoir les générer. Existence de cycles hamiltoniens. D'abord, quand est-ce qu'un graphe gris carré entre guillemets comme le nôtre est hamiltonien? Pour un graphe de taille 2,2, on en a un de manière assez évidente. Pour un 3,3, on n'en a pas car il restera toujours un sommet isolé. Pour un 4,4, on a notre bon vieux zigzag et pour un 5,5, on a le même problème que pour un 3,3. En fait, on peut et même on va montrer que pour un graphe gris G de taille NN, G est hamiltonien si et seulement si n est pair. Pour montrer que si n est pair, alors G est hamiltonien, on peut utiliser notre cycle zigzag qui marchera tout le temps. Et pour montrer que G est hamiltonien implique que n est pair, on va raisonner par contraposé et on suppose que n est impair. Et on va montrer donc que G n'est pas hamiltonien. On va colorier nos sommets. Si la somme des deux coordonnées est paire, on le colorie en bleu. Si c'est impair, on le colorie en rouge. On obtient un coloriage tel que les sommets rouges et bleus ne sont pas adjacents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés par une arête. On appelle un tel coloriage un deux-coloriage. On veut construire un cycle hamiltonien. Si on part d'un sommet bleu, par exemple, comme on devra revenir sur ce sommet, on devra forcément s'arrêter sur un sommet bleu, donc on fera toujours des sortes de pas de deux sommets par deux sommets. Donc tout cycle de G est de longueur paire. Or, tout cycle de G est longueur inférieure à n carré, puisque G de taille nn. Et n carré est impair, car n est impair, donc tout cycle de G est de longueur O plus n carré moins 1 parce que n carré est impair. Or G contient n carré sommet, comme on l'a dit, donc il n'existe pas de cycle hamiltonien dans G, donc G n'est pas hamiltonien. Donc, pour tout graphe gris G de taille nn, G est hamiltonien si et seulement si n est pair. On suppose maintenant que notre carte a un nombre pair de cases par côté, pour se placer dans le cas où on aura toujours un cycle hamiltonien de possible. Génération des cycles hamiltoniens. En regardant un cycle hamiltonien, par une sorte de théorème de Jordan dans un cas discret si on veut être pédant, le cycle sépare les sommets de la grille en deux catégories, ceux qui sont à l'intérieur du cycle et ceux qui sont à l'extérieur du cycle. Si on relie les sommets à l'intérieur du cycle, on obtient une sorte de ramification un peu bizarre qui peut faire penser à un labyrinthe, et si on l'imagine effectivement comme un labyrinthe, on a que si on se place à un endroit et qu'on colle notre main droite par exemple au mur, on va parcourir toutes les cases exactement une fois avant de revenir à notre point de départ. Et c'est exactement ce principe qui va nous donner un cycle hamiltonien. Si on arrive à générer une sorte de mur assez gros qui serait l'intérieur d'un cycle, on aura juste à le longer, donc faire le tour, pour avoir un cycle hamiltonien. On a envie de générer ce mur dans un graphe gris de taille 1 de moins que la taille de notre terrain. Mais on voit que si on le construit tel quel, on peut arriver à des cas où on ne peut pas allonger notre mur car il n'y aura pas assez de place. Pour pallier à ce problème, on peut se contraindre à ne faire que des déplacements de deux sommets par deux sommets. En fait, ça servait juste à construire un mur sur un graphe gris de taille, le nombre de cases par côté divisé par 2. Et ça tombe bien parce que le nombre de cases qu'on a par côté, c'est un nombre pair. Donc si on le divise par 2, ça restera entier. Faisons ça. On considère alors un graphe deux fois plus petit que notre grille. On part d'un sommet, par exemple l'origine. On va utiliser une liste à traiter qui sera les sommets qu'on a à traiter, comme le nom l'indique. On initialise alors à traiter comme contenant uniquement le sommet de départ. Et tant que à traiter est non vide, on y pioche au hasard un sommet et regarde ses voisins. Si tous ses voisins ont déjà été traités ou sont dans à traiter, on considère qu'on a traité notre sommet et donc on le supprime. S'il y a au moins un sommet voisin qui n'a pas encore été traité ou ne va pas l'être, on garde notre sommet dans à traiter et on choisit un de ses voisins au hasard pour construire notre mur. Ce qu'on fait en fait, c'est juste qu'on crée un arbre de manière aléatoire qui va traduire notre sorte de mur. On a alors réussi à générer un mur nous permettant d'en tirer un cycle hamiltonien. Il ne nous reste plus qu'à le longer. Pour le longer, c'est juste un parcours un peu moche avec des disjonctions de cas en fonction de la parité des coordonnées de notre grille. Donc je pense pas très rentable de détailler cette fonction.
Après codage et débugage, forcément, on obtient un cycle hamiltonien généré aléatoirement. Mais cette méthode n'est pas parfaite, car la liste des cycles hamiltoniens qu'on peut obtenir n'est pas exhaustive. En effet, il suffit que l'on considère des cycles hamiltoniens qui, entre guillemets, tournent un peu trop, pour qu'on puisse pas les obtenir via notre méthode des murs. Finalement, on a bien réussi à générer un cycle hamiltonien, même si on ne pourra pas directement tous les compter avec notre méthode.